Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de Games Talk. Donc comme on avait pu le faire, on vous avait déjà fait un débrief du début de tournoi de Montréal. Et donc maintenant on va s'intéresser à la fin de tournoi de Montréal et notamment de la finale. Donc aujourd'hui je suis avec Benoît, une nouvelle recrue estivale. Salut Benoît. Salut tout le monde, salut l'équipe. Donc Benoît alias Ben Doctis sur YouTube, donc qui est un de nos plus fidèles auditeurs. Donc ça fait plaisir de le voir participer à nos chroniques. Donc ça va Benoît, pas trop stressé pour cette grande première? Non, ça va aller, moi j'ai confiance, tu m'as un peu briefé et tout, donc ça va aller, et ça a l'air sympa, donc on va en profiter. Nickel. Bah, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, donc on part sur cette finale. Donc une finale qui opposait Roger Federer à Alexander Zverev, donc un petit peu le maître contre le disciple. Et au final, le moins qu'on puisse dire, c'est que le disciple a surpassé le maître sur cette rencontre. Alexander Zverev s'impose 6-3, 6-4, avec des stats qui affolent un petit peu, parce que bon, on parle beaucoup des trentenaires, Federer, Nadal, mais la jeunesse et la fougue de Zverev, qui n'a que 20 ans, c'est quand même assez impressionnant. C'est son deuxième Masters 1000 de l'année. Ça fait qu'il a autant de Masters 1000 cette année que Federer et que Nadal. Il est sur une série de 10 victoires consécutives depuis qu'il a fait rejoindre Ferrero dans son staff. Il sera numéro 7 lundi et il sera également numéro 3 à la race. Donc voilà, un match plein de Zverev. Qu'est-ce que tu as pensé de cette finale, Benoît? C'est vrai qu'en perspective, sur le papier, ça annonçait du lourd, une finale entre Zverev, le tout jeune qui monte de 20 ans pardon, et Roger Federer. Mais c'est vrai qu'au final, cette finale, ça a fait un peu plouf, surtout dans le deuxième set, avec a priori, ce qui serait un peu dommage, un pépin physique pour Federer. Donc on attend de voir sa conférence de presse pour pouvoir qu'il nous dise, malgré qu'il va peut-être sûrement utiliser la langue de bois, mais en savoir un peu plus sur son état. Mais c'est sûr que ça avait quand même bien commencé, parce qu'il y a eu pas mal de jeux accrochés dans les 3-4 premiers jeux, avec notamment, pour ceux qui ont vu le match, une balle qui a été à la bonne, mais de très très peu de Zverev sur un revers long de ligne, qui aurait pu donner une balle de break à Federer. Mais sinon, sur l'ensemble de la rencontre, on peut dire que c'est quand même Zverev qui a été bien au-dessus, avec notamment un haut pourcentage de première balle, surtout dans le deuxième set, et justement une bonne qualité de deuxième. Et Federer qui, contrairement à n'a pas réussi à lire le service du jeune Allemand. Et surtout en fin de match, où il a commencé à devenir de plus en plus raide, il a ne plus plié les jambes, et lui a coûté sûrement une bonne partie du match. Ouais, c'est ça, on se rappelle tous de cette déculottée que Federer avait administré à Zverev 6-1, 6-3 à Halle. Et là, c'est vrai que l'Allemand prend sa revanche. Et je reviens un petit peu sur ce que tu disais, ces soupçons un petit peu de blessure. On sait pas trop si c'est au dos ou au genou. C'est vrai que Federer, sur l'ensemble de la partie, il est seulement à 51% de première balle. 58% de points marqués derrière sa seconde balle, donc c'est un ratio très très faible pour un serveur du calibre de Federer. Et c'est vrai que c'est cette stat qui fait qu'il y a quelques interrogations sur l'état physique de Roger, parce que le voir assez poussif au service, assez raide, comme tu disais, c'est pas commun. Et je retiens aussi son manque d'adversité qu'il a pu avoir dans ce tournoi, parce que il joue quand même Robin Haase en demi-finale, et ça s'est un petit peu senti dans ce premier set où on sentait qu'il était un peu en manque de repères. Et que c'est vrai que contrairement à Zverev qui lui a joué Washington la semaine dernière et a eu quand même un parcours assez compliqué à Montréal, on sentait qu'il était qu'il était mieux dans les moments importants, qui frappait ses coups avec une justesse incroyable, notamment ce revers que tu as dit où ça touche tout juste la ligne, et à l'instar de Federer qui lui était assez loin de sa ligne et avait des coups assez appréciés, notamment en revers où il repartait un petit peu dans ses travers avec ses revers slicés qui allaient souvent dans le bas du filet. Je sais pas si tu es de cet avis. Ouais, voilà, et notamment au retour de service, où il se contentait de remettre justement en chip, à peine bloqué, et pratiquement jamais recouvert, et il avait du mal sur les déplacements latéraux à recouvrir son revers, mais c'est vrai qu'il était tout le temps un peu à courir après la balle, donc c'était assez flagrant. Ouais, c'est vrai que c'était du coup on en saura un petit peu plus dans sa conférence de presse, à voir s'il va prendre le risque d'aller jouer à Cincinnati s'il y a une blessure derrière. Surtout que il a cette course pour la place de numéro 1 mondial, ce qui fait que maintenant s'il joue Cincinnati, il est obligé d'aller beaucoup plus loin que Rafa pour être numéro 1 dans une semaine. Donc à voir ce qui va se passer. Sinon on peut quand même revenir sur la performance de Zverev qui jouait sa deuxième finale de Masters 1000 cette année, qui l'a remporté après avoir sorti Djokovic 6-4, 6-3 à Rome. Il récidive contre Federer à Montréal, ce qui fait qu'il est invaincu en Masters 1000 depuis sa déconvenue contre Pablo Cuevas à Madrid.
Sacrée performance pour le jeune Allemand. On parle souvent de la faiblesse de la concurrence, mais je pense quand même qu'on tient quand même du lourd là. Je sais pas si t'es du même avis. Si, ouais. Et justement, on peut relier un peu cette finale de Montréal 2017 à justement la finale de Montréal en 2007 qui opposait justement Federer à Djokovic, où Djokovic l'avait emporté pour la première fois sur Federer et gagné notamment son deuxième Master 1000 de sa carrière après Miami en 2007. Et là, pareil, Zverev gagne le deuxième Master 1000 de sa carrière à Montréal. Et donc ce qui peut laisser bon augure pour la suite, parce que Djokovic en 2007 avait fait finale après à l'US Open. Donc on peut prédire peut-être le même destin pour Zverev, ce qui serait un moindre mal. Mais c'est sûr que durant le tournoi, il a peut-être pas eu une très grande adversité, un peu comme Federer. Il a sauvé des balles de match contre Gasquet en début de tournoi. Après ça a été un peu plus tranquille avec Anderson et Shapovalov. Mais c'est vrai que le manque de tête de série, ça a peut-être diminué un peu l'intensité du tournoi. Mais on peut dire quand même mentalement il a été très solide, notamment sur cette finale, et quand même il mérite bien sa place dans le top 10 pour l'instant. Ouais, il peut clairement finir l'année dans le top 4 au vu de ses performances actuelles, ce qui fait que ça va être très très intéressant de suivre ça, parce que bon, il a tout juste 20 ans comme on le disait. Après, il a quand même un blocage mental dans les grands chelems, et ça va être intéressant de voir et de le suivre à l'US Open pour voir s'il se débloque enfin, parce que son niveau est souvent bridé dans ces grands événements, alors qu'en Masters 1000 il est complètement décomplexé. Donc ça va être intéressant déjà de voir son enchaînement avec Cincinnati, parce que là 10 matchs de suite, ça commence à tirer physiquement à mon avis. Et on peut quand même parler de l'effet Ferrero, invaincu depuis qu'il a rejoint son staff. Je sais pas si tu penses que Juan Carlos Ferrero peut lui apporter quelque chose. C'est vrai que Ferrero, il depuis quand même pas longtemps chez Zverev, mais c'était un joueur quand même assez complet, notamment sur terre battue quand il a gagné Roland Garros en 2003. Mais c'est vrai qu'il pourrait peut-être lui apporter un peu plus de régularité au niveau de son coup droit. Et après, je sais pas trop, parce que après c'était pas un très grand volleyeur ou un très grand serveur, mais lui apporter peut-être plus de confiance ou plus de sérénité au fur et à mesure des matchs. Et donc la régularité au fil des tournois, notamment dans les grands chelems. Un petit regard avec de l'expérience, tout simplement. Hein. Quand t'es jeune, t'as 20 ans, t'arrives sur le circuit, voilà, t'as beaucoup d'attentes sur toi. Et peut-être qu'avoir un joueur qui a été numéro 1 mondial, qui a une expérience derrière lui, peut-être ça va un peu le rassurer et un peu le débrider dans ces grands événements pour jouer son tennis comme il sait le faire. C'est sûr que Zverev a fait qu'un seul huitième de finale en Grand Chelem, c'était à Wimbledon il y a un mois. Mais au final, il a un jeu très complet, que ce soit sur gazon, sur terre battue ou sur dur. Justement, il a gagné sur dur à Montréal là, il avait gagné à Rome sur terre battue. Il avait fait deux finales à Halle et un huitième à Wimbledon, donc sur gazon. Donc il a quand même un jeu assez complet sur l'ensemble des surfaces, qui n'est pas forcément donné à tout le monde dans la même génération. Si on prend notamment Dominic Thiem, qui lui, sur dur ou sur gazon, a un peu plus de mal. Donc ouais, c'est vraiment de bonne augure pour la suite. Donc je pense qu'on a fait le tour de cette finale. Après, je sais pas si tu as des éléments qui t'ont marqué sur le reste du tournoi, que tu as envie de dire quelques mots. Après, ce qui marque sur le tournoi, c'est surtout la surprise de Denis Shapovalov dans ce tournoi. C'est surtout ça qui a marqué. Sacrée surprise, surtout qu'il a rompu la malédiction de celui qui bat Rafa, perd au tour d'après. Oui, en plus. C'est quand même une sacrée perf. Le gars, il a juste 18 ans. Plus jeune joueur à atteindre les demi-finales en Masters 1000. Voilà, chez lui, avec un public totalement voué pour ce joueur. Il passe un petit peu à côté sur le match contre Zverev, où il commet pas mal de doubles fautes à chaque fois au moment important, notamment sur les balles de break. Mais c'est vrai que on peut penser qu'il aura une très très grande carrière, lui qui va rejoindre le top 100, qui sera aux alentours de la 60e place mondiale. Donc très très belle perf pour lui. Après on peut noter la surprise entre guillemets de Robin Haase en demi-finale. Je pense pas qu'on aurait pu parler sur Robin Haase en demi-finale d'un Masters 1000, qui continue sa mauvaise série de tie-break perdus. On se rappelle que Robin Haase est connu pour ce record d'avoir perdu le plus de tie-break consécutifs. Et il a continué contre Federer à perdre également son tie-break du deuxième set. Donc voilà, je sais pas si tu as envie de rebondir sur d'autres joueurs. Déjà pour revenir sur ces deux, c'est vrai que Shapovalov c'est quand même un joueur assez atypique, parce que déjà il est gaucher avec un revers à une main, ce qui est assez rare sur le circuit. On pourrait citer Feliciano Lopez, mais après des gauchers avec un revers à une main, il n'y en a pas des masses. Et c'est vrai qu'il va faire un gain de pas mal de places, autour de la 130e place à la 67e, pour son deuxième tournoi Master 1000 justement. Donc c'est une très belle performance. Et justement il n'aurait pas été loin de pouvoir basculer la demi-finale contre Zverev, notamment sur quelques retours qu'il a manqué en revers au retour de service, ou des balles où il s'est un peu trop précipité.
Et pour Robin Haase, c'est vrai que il n'est pas habitué forcément aux très grands rendez-vous dans l'avancée des tournois majeurs, mais il a quand même fait une assez bonne saison, où il a fait notamment une assez bonne saison sur gazon à Halle, et je crois au tournoi d'avant, je me rappelle plus lequel c'était, si tu te souviens, s'il en avait fait un avant. Peut-être Bois-le-Duc peut-être. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ouais, au niveau des tie-breaks, il est un peu fébrile encore au niveau de ces matchs-là. Mais il restait quand même sur de bonnes victoires cette saison. Il a battu, je crois, Alexander Zverev et Dominic Thiem aussi sur cette saison. Donc il faisait quand même une saison pas trop mal, surtout qu'il va gagner à peu près une quinzaine de places pour se retrouver, je crois, dans le top 40, là, autour de la 35-36e place. C'est une très très bonne saison pour lui, et ça confirme sa bonne donc saison pas mal avec cette demi-finale en Masters 1000. Donc Benoît, voilà, je pense qu'on a été assez complet sur le débrief de Montréal. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ? Non, j'ai pas grand chose à rajouter. Justement, on peut souligner les deux bonnes performances de Zverev qui franchit vraiment un cap supérieur dans les tournois majeurs, et notamment en battant des grands joueurs du Big Four. Et après, les surprises Shapovalov, bien sûr, et dans une moindre mesure, les très bons tournois de Robin Haase ou encore d'Adrian Manarino. Et sinon, pour ce tournoi, c'est le principal qu'on peut dire, avec toujours la suspicion de blessure de Federer. On attend de voir un peu la suite, s'il y a vraiment un problème physique. C'est l'info à retenir, je pense, de la soirée. Donc je pense que ça conclut très très bien cette chronique pour Montréal. En tout cas, on aura l'occasion de te réécouter sur les autres tournois de la saison US, notamment avec Cincinnati et en ligne de mire l'US Open. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures tennis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous souhaite un très très bon tennis, et à la prochaine tout le monde. Salut.